commence quand même par une petite mise en bouche, j'espère qu'on va l'entendre, donc c'est juste pour introduire l'exposé. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Apprenez à les éviter avec AXA Prévention. Pratiquez une activité physique régulière, car si vous ne pratiquez pas une activité physique régulière, vous risquez de devenir ce vieux fou qui vous met un coup de boule sans crier gare. Donc, c'est un exemple parmi une kyrielle d'autres exemples qu'on pourrait extraire des médias. Il y a même eu des études qui ont analysé le contenu des médias, et par exemple, ne fût-ce que les personnages de dessins animés dans Disney, avec la question quels sont les personnages âgés auxquels vous allez penser en premier. Cruella, la vieille sorcière dans Blanche-Neige, lors de temps en temps, on va dire oui, il y a Merlin, oui, mais Merlin est un vieux fou, et donc et ainsi de suite. Donc les personnages de dessins animés sont sous-représentés par rapport à la personne âgée, et quand ils le sont, c'est souvent de façon négative. Quand on prend cette publicité, on voit bien, c'est bien fichu, c'est une belle publicité, mais on voit qu'on présente le vieillissement de manière négative, un vieux fou qui vous met un coup de boule sans crier gare, et sur cette crainte du vieillir, ça peut devenir n'importe qui d'entre nous, on construit un message jeuniste, il faut pratiquer une activité physique régulière, et si vous ne le faites pas, tant pis pour votre pomme, vous allez devenir ce vieux fou, et sur cette crainte du vieillir, on construit un message commercial qui est de prendre une assurance prévention, mais on va de plus en plus également vous vendre des logiciels de stimulation cérébrale à 2 balles pour vous stimuler la mémoire, pour éviter que vous n'attrapiez la maladie d'Alzheimer. Et je peux vous le dire haut et fort, c'est de la foutaise. D'accord ? Ça ne marche pas. Et je le dis parce que la littérature me le dit, hein, donc c'est vraiment une évidence. Donc je vais commencer par introduire le contexte psychosocial dans lequel s'inscrit le vieillissement actuellement. Je crains d'être redondant peut-être sur des choses qui ont été dites ce matin, je m'en excuse d'emblée, peut-être que ce sera dit de manière différente, et donc la redondance, parfois, c'est utile pour la mémoire, surtout que j'ai vu qu'il y avait pas mal, à peu près tout le monde, 99% de personnes âgées dans la salle. Donc, je vais commencer par une série de constats édifiants. C'est une étude qui a été faite tout à fait sérieuse. Vous avez chaque fois la référence bibliographique en dessous, vous pouvez aller télécharger l'article. C'est un type qui s'est amusé à analyser les slogans des cartes d'anniversaire et les cartes d'anniversaire sur un rayon de 10 km autour de son université, c'est au Canada. Et il s'est amusé à trier les cartes d'anniversaire selon qu'on a moins de 40 ans ou plus de 40 ans. Donc quand on a moins de 40 ans, c'est montée en puissance, prise de maturité, on attrape 2 poils au menton et 1 sur le torse, et un peu ailleurs éventuellement. Et donc c'est vraiment la croissance, c'est super, c'est bien. Donc plus de 80% des cartes d'anniversaire ont une connotation positive. Vous passez l'âge de 40 ans, et là, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est des photos moi-même que j'ai prises de cartes d'anniversaire avec les 7 nains de la vieillesse, dormeur, plissé, loucheur, pépé, croulant, couche, odorant. D'accord, genre tu l'amour, tu meurs, quoi. Donc ça donne super envie. Vous avez encore, avoir 40 ans, c'est pas si grave, tu pourrais même apprendre à aimer tes 40 ans, ou encore ici, et oui, tu as maintenant 60 ans, mais tu es encore jeune tant que tu ne commences pas à te laisser des messages du type appelez qui déjà, n'oublie pas de c'est quelque chose à voir avec, etc. Et donc on voit en filigrane de ça. Il faut quand même se rendre compte que quand on parle de vieillir, si on pose la question qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la perspective de vieillir, la mort ne vient qu'en deuxième position. En tête de course, on parle de perdre la tête, c'est-à-dire la mémoire, etc. Donc naturellement, tout ça est assez amusant, entre guillemets, et gentil. On verra le parallèle avec le travail, mais c'est quand même éminemment négatif. 67% des slogans des cartes d'anniversaire, quand on passe l'âge de 40 ans, ont une connotation négative, contre 80% positif quand on a moins de 40 ans. Le gouffre est assez saisissant. Donc regardez les cartes d'anniversaire qu'on vous offre et vous allez pouvoir sortir la cravache et taper sur les fesses des gens qui vous les offrent. Donc c'est le contexte dans lequel s'inscrit le vieillissement actuellement, qui est l'agisme. L'agisme, c'est tout ce qui renvoie à la personne âgée est perçu et connoté de façon négative. Vous avez la fiche de Tati Daniel, elle ne vous connaît pas encore, mais elle vous déteste déjà. Tous ces vieux à la caisse du Deleuze à 7h du soir, alors qu'ils ont toute la journée pour faire leurs courses, ils font exprès et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc tout ça renvoie à vraiment cette connotation négative. Et le pendant inverse de l'agisme, qui est tout aussi négatif, c'est le jeunisme. Vieillir, c'est pas bien. Il faut tout faire pour éviter de vieillir. Et c'est l'avènement des techniques de chirurgie esthétique et autres pommades miracles, dont les résultats sont souvent douteux. Et je reviens sur ce logiciel de stimulation cérébrale, et ainsi de suite. Donc, on est éminemment négatif eu égard à la personne âgée, et je dirais même qu'on ne l'a jamais autant été maintenant qu'à tout autre temps par le passé. D'accord ? On a toujours été ambivalent par rapport à l'âge. Tantôt, on voit l'âge comme quelque chose de positif, expérience, sagesse, tantôt comme quelque chose de négatif, déclin, perte, et ainsi de suite.
À toute époque, on a été ambivalent, mais parfois c'était plus positif que négatif, et d'autres fois plus négatif que positif. Maintenant, on est dans le genre champion du monde de toute époque par rapport à la vision négative du vieillissement. Alors on me dit souvent, vous exagérez, on n'est pas si méchant que ça avec nos petits vieux, entre guillemets. J'aimerais me tromper, mais les statistiques confirment ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas mon opinion, c'est juste ce que je vois dans la littérature et les statistiques. Vous avez ici les statistiques de discrimination en Europe, c'est l'Eurobaromètre, qui est réitéré chaque année. Vous avez la statistique de 2003, mais en 2012, c'est exactement le même résultat. Si on prend des enquêtes aux États-Unis ou ailleurs, c'est exactement le même résultat. On pose la question suivante, vous êtes-vous senti déjà discriminé à cause de votre âge, agisme, de votre sexe, sexisme, de votre origine ethnique, racisme, de votre orientation sexuelle, homophobie ou autre, de votre religion, antisémitisme, etc. Quelle est la catégorie de population actuellement en Europe la plus discriminée? De manière générale, on a tendance intuitivement à penser l'étranger, dans la mesure où il y a une montée de l'extrême droite dans pas mal de pays de la communauté européenne, mais ça, ce n'est qu'en deuxième position. En tête de course, c'est l'âge. D'accord? Et souvent en deuxième et troisième position, et ça revient à des choses qui ont été discutées tout à l'heure par une des questions qui était posée, deuxième et troisième position, qui peut être de temps en temps deuxième A et troisième B, et puis de temps en temps c'est deuxième B et troisième A, c'est le sexe et la race. Et donc, quand on parle de l'âge ici, la question c'est avoir plus de 55 ans. L'objet de mon exposé, c'est de vous déprimer, hein, d'accord? Donc, la catégorie de population la plus discriminée actuellement en Europe, ce sont les personnes de plus de 55 ans. Alors, si vous avez 55 ans, que vous êtes femme et étrangère, je ne vois autre chose que l'euthanasie. Je rigole, bien sûr, d'accord? Je rigole, hein, d'accord? C'est l'humour. Mais c'est ce qu'on appelle la triple stigmatisation, le triple géopardie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est triplement stigmatisé de ce point de vue. Je prends, quand je commence mes cours à l'université, que ce soit pour la psychologie ou les médecins, je commence par 2 heures d'examen. Donc ils ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, excellent. Et je fais 2 heures d'examen, dont l'objectif est de vérifier les représentations que les étudiants ont du vieillissement pour un peu prendre le pouls de la situation. Donc vous allez voir ici, une des questions qui est posée, c'est quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne âgée. Vous allez voir un nuage de mots qui correspond aux 100 mots qui ont été donnés le plus fréquemment par ici 130 étudiants de 4e année de psychologie, donc ils ont 22 ans environ. Plus le mot est important en taille, plus il a été donné fréquemment. Donc voilà le nuage qui est généré, avec mémoire. Et vous dites, ah, les personnes âgées ont une mémoire collective. Non, le déclin de la mémoire, bien sûr, d'accord, quand on interroge les gens. Et donc on va prendre chaque mot et les faire évaluer par des juges externes. Quand on dit sagesse, c'est positif ou négatif? Ouais, c'est positif. Odeur, je vous assure, ça vient croûte. Fermentation, c'est pour la bière. Donc ça, c'est plutôt négatif, d'accord? Et donc on va pouvoir déterminer en bleu les mots qui sont plutôt à une connotation neutre, en vert, positif, en fuchsia, négatif. Bon, là, il n'y a plus photo. Alors, il y a des termes qu'on pourrait dire en pinaille, c'est ambigu, etc. Oui, les termes négatifs sont assez fortement négatifs. Par contre, il peut y avoir de l'ambiguïté. Aide, soutien, accompagnement va pour certains renvoyer au fait que les personnes âgées m'aident, me soutiennent, m'accompagnent, mais pour la majorité des personnes interrogées, c'est plutôt les personnes âgées doivent être aidées, etc. C'est plein de bonnes intentions, mais c'est ce qu'on appelle l'agisme bienveillant. Tous ces petits vieux qui sont en détresse et que je vais aider. Et c'est le syndrome Mère Teresa. Ça, c'est le syndrome dans notre société. C'est vraiment un truc problématique. Et cette vision du vieillissement est d'autant plus négative, et je reviens sur le contexte qui a été évoqué, du contexte institutionnel ou du soin dans lequel apparemment la discrimination au travail est encore plus importante. Ben oui, parce que c'est dans ce contexte-là où la vision du vieillissement est encore plus négative que dans la population générale. Puisque la majorité des personnes âgées que je côtoie en pratique professionnelle sont des gens en détresse ou en perte d'autonomie, donc vieillissement égale détresse et perte d'autonomie. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation. C'est un peu, vous allez en Irlande, il y a une rousse, toutes les Irlandaises sont rousses. C'est vrai, non c'est faux, mais c'est parce que d'un constat local, on généralise à l'ensemble de la catégorie. Donc vous avez les 5 mots que les infirmières d'oncologie du CHU ont donnés, elles sont 76, quand elles ont pensé à une personne âgée. Je veux dire là, alors ça, genre pire tumeur. Solitude, perte d'autonomie, fragilité, incontinence, polypathologie, isolement, maladie, grabataire, etc., etc. Si on prend les chefs infirmiers de l'ensemble des services du CHU de Liège, ils sont une 50aine, qui ont participé, ils savaient bien qu'on allait les tester là-dessus, donc ils étaient bien au clair là-dessus, sauf qu'on leur a aussi demandé, donc ils essayaient de tirer vers le positif. Mais on leur a aussi demandé quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit lorsque vous pensez à un jeune. Et vous avez le contraste entre les âgés et les jeunes. Donc, si on s'intéresse à ça, la question c'est, oui, je vous confirme, on n'a jamais été aussi négatif en tout temps, et je le disais avant, maintenant il y a même une étude qui le confirme, c'est une étude qui a été publiée en 2015, donc il y a ici à peine quelques mois, et c'est une étude qui a visé à analyser tous les thésaurus
tous les thésaurus dans la littérature, presse et romans et autres, donc tous les textes de presse et romans ont été scannés, numérisés, informatisés. De ce 1810 jusqu'à 2010. Et les auteurs ici de cette étude ont extrait 13 mots associés à la personne âgée. Donc vieux, vieillissement, personne âgée, et ainsi de suite. Et ils ont cherché dans chacun des textes depuis 1810 quels sont les adjectifs et les noms qui sont le plus souvent associés à ces termes renvoyant à la personne âgée. Et pour chacun de ces termes, il y en avait 13 100 identifiés. Il y a 2 juges qui ont évalué valence, positif, négatif des mots, et ainsi de suite. Et donc on peut sortir ce graphique. En 1810, les mots avaient une connotation pour essentiel positive, jusqu'à 1890. À partir de là, on a commencé à baquer du côté négatif, et vous voyez que ça n'a jamais été aussi pire maintenant qu'en tout autre temps, entre 1810 et maintenant. 2 raisons à cela. La première raison, c'est la médicalisation dans les années 70 du vieillissement. De plus en plus, on va voir apparaître des termes comme grabataire, Alzheimer, polypathologie, etc., incontinence, qui n'existaient pas par le passé. Et la deuxième raison, qui va un peu plus nous occuper, c'est le contexte socio-économique dans lequel s'inscrit le vieillissement dans nos sociétés. Il suffit qu'on voit dans les médias parler du vieillissement pour dire le problème du vieillissement dans nos sociétés. Et donc, si on prend dans les années 60, la période de vie pendant laquelle on était en situation de retraite professionnelle, c'était plus ou moins 8 ans de vie. Maintenant, ça a plus que doublé. Plus de 20 ans de vie d'une personne vont être en situation de retraite professionnelle. 2 raisons à cela. D'une part, l'augmentation de l'espérance de vie. On a gagné un peu plus de 10 ans entre ces 2 périodes, mais aussi les politiques qui ont été appliquées dans la plupart des pays européens et autres, qui consistent à permettre aux personnes de quitter plutôt leur travail en diminuant l'âge légal de la retraite et en proposant des politiques de pré-retraite que je qualifie plutôt de assez agressives. Donc, ce contexte socio-économique, c'est qu'un aîné, une personne âgée, c'est un inactif, et un inactif, c'est un poids économique pour la société. Donc on va avoir une pression économique sur le système de soins de santé, et aussi tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes pour payer la retraite de ces aînés. Donc on voit un peu le contexte, mais ça explique pour beaucoup la vision du vieillissement négative actuellement. On a fait une étude où on a testé 30 Belges vivant en Belgique, 30 Burundais vivant en Burundi, et 30 Burundais qui ont émigré en Belgique pour étudier leur représentation du vieillissement. On est en train de publier et de rédiger l'article. Le résultat, c'est est-ce que les Burundais sont plus négatifs ou plus positifs par rapport au vieillissement? En général, on dit que c'est un stéréotype. En fait, ils sont plus négatifs. Mais, je précise d'emblée, il y a un biais dans notre étude. C'est les 30 Burundais qui ont été testés au Burundi, ont tous été testés à la capitale Bujumbura. Et dans la capitale Bujumbura, nulle part ailleurs dans le pays du Burundi, il y a une explosion économique et une évolution capitaliste qui, en 10 ans que nous avons connue en 50 ans dans l'après-guerre. Et donc là, on a un effet rebond. C'est un peu comme s'ils vivaient à la puissance 4000, ce que nous avons vécu de manière beaucoup plus prolongée. Et donc là, dans cette ville-là, la vision est encore plus négative du vieillissement par rapport aux personnes âgées. D'accord ? Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences par rapport à la question du travail. Et là, ça a été verbalisé un peu différemment ce matin, mais je présente ça un peu comme le contexte schizophrénique dans lequel on place les personnes âgées par rapport au rapport à la question du travail. D'une part, on dit que ce serait bien qu'ils restent le plus longtemps possible au travail parce que dans le contexte économique actuel, ce serait fort utile, et on parle d'augmenter l'âge de la retraite dans la plupart des pays de la communauté européenne et autres. Mais d'autre part, on leur fait comprendre assez tôt qu'ils commencent à être un poids pour la société, qui ne rapportent pas que ceci, que cela, et donc on est dans un discours où on dit il faut rester, mais en même temps si tu partais, et donc globalement, à part l'euthanasie, de nouveau, je ne vois pas la solution au problème. Donc, agisme au travail, c'est quand même dans le contexte professionnel qu'on est vieux le plus jeune, d'accord ? Bien sûr, il y a le sport, on est vieux à 30 ans dans le sport, mais ça ne concerne qu'une petite minorité de la population. Mais dans le travail, c'est là qu'on est vieux le plus jeune, puisqu'on est vieux à 45 ans. On l'a déjà dit ce matin. Donc il y a toute une série de stéréotypes associés à la personne âgée au travail, et là, j'ai regret de ne pas avoir été là ce matin à la présentation par rapport à ça m'aurait beaucoup intéressé, donc je risque d'être redondant. Donc je vais passer vite là-dessus, mais donc les stéréotypes qu'on vous a évoqués, les personnes âgées sont moins compétentes, elles sont moins productives, parmi les autres stéréotypes on parle de moins physiquement aptes, on va également dire manque de créativité, ou encore ont un jugement ralenti, c'est sûr, ils sont lents les vieux, alors sur la route, non, d'accord, n'importe quoi. Alors, pas intéressés par la technologie, c'est un autre stéréotype. Ils apprennent moins bien, donc ils ont des capacités d'apprentissage moindres, et on sait la mémoire décline avec l'âge, c'est un stéréotype. Donc on est en train de rédiger un article qui est déclin cognitif avec l'âge, donc déclin de la mémoire avec l'âge, réalité,
exagération ou fiction. Un stéréotype, c'est une déformation d'une réalité, c'est-à-dire une amplification d'une réalité, ou c'est une invention de quelque chose qui n'existe pas. Et dans la plupart des cas, c'est une grande exagération d'une réalité. D'accord ? Et la mémoire décline avec l'âge, mais c'est vachement moins que ce que l'on ne croit dans la société. Moins flexible et plus résistant au changement. Donc les personnes âgées, c'est résistance au changement, plus. Et puis on a évoqué aussi moins d'années restant dans l'entreprise. Donc si je dois orienter une formation, je vais plus avoir à gagner à orienter la formation sur un jeune qui va rester 40 ans dans l'entreprise que sur un âgé de 50 ans qui au mieux restera encore 15 ans dans l'entreprise. Que nenni. Donc stigmatisation, donc ça c'est tous les stéréotypes et ça génère ce qu'on appelle les phénomènes de stigmatisation. Donc les stéréotypes c'est ce que l'on pense et c'est parfois très inconscient, c'est là latent, etc. La stigmatisation et la discrimination, c'est que ça m'amène à avoir des actions et des actes qui sont en défaveur de la personne qui fait l'objet de ces stéréotypes. Donc, on va parler ici du gestionnaire, donc du patron d'entreprise, qui a des stéréotypes négatifs eu égard à la personne âgée. Donc, il a une vision, il a de l'agisme, et on va évoquer donc l'agisme des gestionnaires a pour conséquence une communication organisationnelle agiste. C'est-à-dire qu'il va prendre des décisions qu'il pense pouvoir bien faire, parce qu'il n'a pas envie de faire du mal à la personne âgée, mais comme il pense que c'est pas bien pour l'entreprise, il fait des actions en défaveur de la personne âgée, Et donc les actions, c'est quoi ? On a déjà évoqué un recrutement plutôt des jeunes. Donc ça, c'est assez paradoxal, parce que dans cette enquête qui a été faite en 2003, on demandait aux patrons d'entreprise ce qu'ils pensent des travailleurs âgés, et même les patrons d'entreprise qui disent « Ah, mais c'est des gens super, ils ont de l'expérience, c'est génial, c'est profitable », quand ils étaient amenés à devoir recruter une personne, engageaient plutôt un jeune qu'un âgé. Donc c'est un peu le truc de nouveau schizophrénique. Et en Belgique, un employé de plus de 50 ans a 5 fois moins de chances d'être engagé qu'un employé de moins de 50 ans. Formation dirigée vers les jeunes, on l'a déjà évoqué également. Seulement 10% des entreprises proposent des formations pour les travailleurs plus âgés. Donc l'idée est de nouveau la suivante. Ils apprennent moins bien, et en plus, le retour sur investissement de la formation sera moins important. C'est nawak, c'est n'importe quoi. Donc, je vais essayer de dire pourquoi, donc, par la suite. Et donc, remise en question des compétences. Vous voyez les petites blagues dans les cartes d'anniversaire ? Eh bien, dans l'entreprise, on va faire aussi des petits « Oh, mais toi, t'es l'ancien. Oh, mais toi, tu sais, maintenant la technologie, etc. » Et ça va être fait parfois de manière tout à fait amicale et sous le ton de l'humour. Sauf qu'à se ramasser constamment ce type de remarques un peu agistes, ça finit pour imprégner la personne et affecter sa performance. Et donc ça, c'est le principe qui est que plus on dit d'une personne qu'elle n'est pas compétente, plus elle va se sentir moins compétente et plus elle sera moins compétente. C'est ce qu'on qualifie, et manifestement on l'a dit ce matin, de prophétie autorisatrice des stéréotypes. Je vais donner 2 exemples de la littérature qui sont, je pourrais en sortir une kyrielle, c'est vraiment le domaine là où je me sens à l'aise. De nouveau, j'ai envie de vous déprimer. Donc, le nombre d'enfants, c'est une étude sur 55 000 personnes, sur 14 pays de la communauté européenne qui dit ceci, le nombre d'enfants que vous avez, d'accord ? Et là, ils sont en train de compter, alors mais surtout, le sexe de vos enfants, selon que c'est plutôt des filles ou des garçons, détermine comment votre mémoire va décliner quand vous devenez vieux plus tard. Et je vous assure, je n'invente rien, hein, c'est une vraie étude d'un de mes collègues avec qui je collabore beaucoup, Éric Bonson. Mais Bonson, c'est bien sûr. Donc, vaut-il mieux avoir beaucoup de filles ou beaucoup de garçons ? Qui pense qu'il vaut mieux avoir beaucoup de filles ? Là, tout le monde est là, tétanisé. Là, j'en vois. Alors là, j'ai vu, madame, vous en avez 4, apparemment. Hein. Donc, qui pense qu'il faut mieux avoir beaucoup de garçons ? Et il y en a plein qui s'abstiennent craintifs. Donc, il vaut mieux avoir beaucoup de garçons. Je vous donne mon numéro de compte après, on s'arrête. Donc, et c'est tout à fait sérieux, hein, il faut mieux avoir beaucoup de garçons, car si vous avez beaucoup de filles, votre mémoire va décliner plus vite plus tard quand vous êtes âgé. La question alors, c'est mais pourquoi cela donc ? Qui a une idée de pourquoi ? Oui ? Eh bien, on s'approche peut-être, c'est en fait, si je caricature, les filles viennent chercher le linge des parents alors que les garçons viennent apporter leur linge aux parents. Donc la différence dans l'accord de maintenant entre avoir beaucoup de filles et beaucoup de garçons, c'est que si j'ai beaucoup de filles, je vais beaucoup recevoir d'aide de mes parents. On est dans l'agisme bienveillant. Mes vieux parents qu'il faut venir choyer, dorloter, aider, administration, ménage, etc. Alors que le fils, il s'en tamponne royalement, il dit ouais, ils vont encore m'aider. Enfin, je rigole bien sûr, mais c'est ça le résultat. Et donc, plus j'aide une personne âgée,
plus je la fais se sentir moins compétente, et plus je participe en fait à péjorer sa situation et à la grammatiser. Alors ça, c'est une enquête à large échelle, mais c'est confirmé dans des études de laboratoire. Vous avez ici une étude qui date de 1982. C'est dans une maison de retraite, des personnes âgées en bonne santé physique et mentale, donc on n'est pas du tout dans des maladies d'Alzheimer ou quoi que ce soit du type. Et on va apprendre à ces personnes âgées à résoudre des casse-têtes type puzzle. Ces personnes vont s'entraîner 4 fois 20 minutes. Ce qu'on va mesurer, c'est comment elles étaient nulles avant, et comment elles sont devenues balèzes après entraînement. Donc on va voir comment elles ont bénéficié de l'entraînement. La seule chose qui change, c'est que les personnes sont réparties dans 3 groupes. Pour un tiers d'entre elles, elles s'entraînent seules dans une pièce. Il n'y a personne qui est présent dans la pièce 4 fois 20 minutes. Pour l'autre tiers de personnes, elles sont dans une pièce, mais il y a un membre du personnel qui est présent, mais qui n'a que pour seule consigne d'encourager verbalement la personne âgée. Super, c'est bien, continuez, génial. Dans le 3e groupe, le membre du personnel présent est autorisé à donner un coup de pouce à la personne âgée, soit verbalement en disant bah là, faites un, ou soit carrément en montrant, soit parce que la personne âgée sollicite l'aide de l'intervenant, soit parce que l'intervenant trouve que là, un petit coup de pouce, vu qu'elle rame, ce serait opportun. Donc on va voir l'évolution de performance avant-après entraînement. Résultat, quand on compte le nombre de pièces de puzzle, la différence entre avant-après, ceux qui sont entraînés seuls sont à peine améliorés. Donc globalement, il n'y a pas d'amélioration, en fait, en gros, statistiquement. Ceux qu'on a encouragés verbalement font plus de pièces de puzzle après entraînement qu'avant. Ils vont plus vite également. Donc il y a une amélioration qui est significative. Ceux qu'on a aidés physiquement se détériorent. Et j'en repars un petit peu, vachement beaucoup. Ils sont nettement moins bons après entraînement qu'ils ne l'étaient avant. On ne serait pas fait d'entraînement avec eux, c'eût été mieux. Et pas parce que quand on les a aidés, on a fait péter des veines dans le cerveau et que ça a précipité leur performance. Non, rien à voir avec ça. Pourquoi ? Parce que quand on leur pose la question après entraînement, comment vous sentez-vous confiant en vous lorsque vous faites ce type de tâche ? Ceux qu'on a aidés physiquement se sentent nettement moins confiants en eux que ceux qu'on a encouragés verbalement. Si on vous demande comment trouvez-vous la tâche, facile ou difficile ? Ceux qu'on a aidés physiquement trouvent la tâche vachement plus difficile que ceux qu'on a encouragés verbalement. C'est le principe des prophéties autorisatrices. Si je dis, mesdames, vous conduisez comme des paix, rien que le fait de dire ça, c'est un stéréotype. Aucune statistique ne confirme ce résultat. C'est un vrai stéréotype. Mais en sortant de votre place de parking tout à l'heure, moi je m'en fiche, je suis en train, vous allez vous dire ah, zut, ce pétzouille qui m'a dit que. Et le fait de penser à ça et d'être anxieux augmente votre propension à vous prendre le poteau en sortant de votre place de parking. Et si vous prenez le poteau en sortant de votre place de parking, je dirais décidément, mesdames, vous conduisez comme des paix. En disant ça, ça a été démontré dans la littérature scientifique et ça a été démontré chez les personnes âgées aussi. Là, comme je l'ai dit, vous êtes tous vieux, d'accord ? Je vous sépare en deux, je vous administre une tâche de mémoire, mais pour la moitié d'entre vous de ce côté-ci, je dis le but de la tâche et le but de la recherche est de voir comment les gens se différencient les uns des autres dans une série de tâches. Pour l'autre moitié de l'autre côté, il est largement reconnu que la mémoire décline avec l'âge. On va vérifier si c'est vrai. Je vous administre les tâches de mémoire et je vais comparer vos performances à des jeunes. J'active 2 stéréotypes dans ce côté-là. La performance est significativement moindre de ce côté-là, d'accord ? Parce que les gens sont plus anxieux. Et les gens de ce côté-là se sentiront plus vieux après avoir passé la tâche, rien à voir avec la météo, plus vieux après avoir passé la tâche qu'avant. Donc on voit la question de la prophétie autoréalisatrice. Et dans le contexte professionnel, c'est évident qu'on est dans ce même registre. Donc si on reprend, le patron d'entreprise pense que la personne âgée n'est pas compétente, etc., va avoir une communication agiste, entre autres d'orienter les formations vers les jeunes et ainsi de suite. Ce qui va avoir comme conséquence le mécontentement du travailleur senior, et c'est latent, c'est pas exprimé nécessairement, ça peut être purement même inconscient, enfin il ne se sent pas considéré à sa juste valeur par son patron, donc ça génère un mécontentement, qui va avoir pour conséquence un désengagement psychologique, il va se sentir moins motivé, il va se dire mais zut, on ne me considère pas à ma juste valeur, qu'il sait se faire fiche, d'accord ? Et donc la question c'est conséquences négatives sur l'estime de soi, et aussi un désengagement effectif, c'est-à-dire qu'on va commencer à gratter des jours de congé, etc., et à être moins productif. Mais c'est une moindre production qui n'a rien à voir avec des capacités moindres de la personne âgée, mais qui est purement en réponse à l'attitude de l'entreprise à son égard. Et en se désengagement psychologiquement, et effectivement, ça va renforcer l'agisme du patron qui se dit « Vous voyez, il est vraiment moins productif », et on est dans le cercle vicieux de nouveau. Une question était intéressante tout à l'heure était comment expliquer qu'il y a moins d'écart de performance dans certains pays que dans d'autres. Apparemment, je n'ai pas assisté, enfin voilà, donc je sais que j'ai entendu cette question. Eh bien, il est fort probable que ce soit pour une bonne partie, et ça c'est mon opinion, parce que ça n'a pas été validé, mais ça a été validé dans d'autres secteurs, au contexte culturel et social dans lequel s'inscrit le vieillissement. Vous savez, il y a des études qui essaient de voir quel est l'écart de performance dans les tâches cognitives entre les hommes et les femmes.
Alors, je ne vous dirai pas si les hommes et les femmes sont moins bons, enfin les hommes sont moins bons ou meilleurs, je m'en fiche. Mais il y a un écart qui varie très fort d'un pays à l'autre. Il y a des pays où la différence dans les tests cognitifs entre hommes et femmes est très élevée, et d'autres pays où la différence dans les tests cognitifs entre les hommes et les femmes est très faible, voire inexistante. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où le statut de la femme est égalitaire. Dans ce cas-là, la performance cognitive est au même niveau que celle des hommes, et quand la performance, il y a une discrimination chez la femme par rapport à l'homme, dans certains pays où le sexisme est moins d'accès au travail, et si accès au travail, des positions moins élevées, etc., dans ce cas-là, il y a une différence plus marquée sur le plan du fonctionnement cognitif. Donc on voit bien qu'une performance est associée à un contexte social et culturel, et rien à voir avec la mécanique cerveau et autres. C'est l'effet de l'environnement. Si un environnement est discriminant eu égard, ou une entreprise est discriminante eu égard à la personne âgée, il est fort probable que la productivité de cette personne âgée dans cette entreprise soit moindre que la même personne âgée dans une entreprise où il n'y a pas de discrimination à son égard. Ça n'a par contre pas été démontré, mais j'ai de fortes présomptions qu'il en est ainsi. Et ça mériterait d'être étudié. Alors, les vieux, c'est ça une étude intéressante de Postuma et Campion qui a pris chacun des stéréotypes agistes et qui les a confrontés à la littérature scientifique. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un stéréotype ou est-ce que c'est de la foutaise? D'accord? Réalité ou fiction ou exagération? Si c'est la réalité, ce n'est plus un stéréotype, ce sont des faits. Donc, les vieux sont moins capables, moins motivés, moins productifs. Résultat, peu de preuves dans la littérature scientifique que la performance professionnelle, j'insiste professionnelle, diminue avec l'âge. Donc ça, d'accord, donc il y a peu d'évidence qui confirme le stéréotype. Par contre, il y a des études qui montrent même que la performance professionnelle s'améliore avec l'âge. D'accord ? Dans le milieu de l'entreprise, quand on teste les personnes, elles ne sont pas moins productives, elles sont même parfois plus productives. Vraiment, c'est global. On pourrait se dire, ouais, mais attention, dans certains types de professions, ok, je n'en disconviens pas. Mais globalement, ce n'est pas du tout la chose. Si parfois, dans certaines études, on observe un déclin dans la performance professionnelle, souvent, il est léger, il est anecdotique. En tout cas, beaucoup moindre que ce que le semblent suggérer les gens ou les professionnels. Et puis, des études qui vont montrer que quand on compare les jeunes et les âgés, il y a souvent plus d'écart de performance au sein des groupes d'âge qu'entre les groupes d'âge. C'est-à-dire que quand on regarde les performances, il y a moins d'écart entre les jeunes et les âgés qu'à l'intérieur du groupe des jeunes, entre certains jeunes et certains autres jeunes, ou dans le groupe des âgés, entre certains âgés et certains autres âgés. Donc ça suggère que le facteur prépondérant, ce n'est pas tellement l'âge chronologique en tant que tel, mais c'est d'autres facteurs qui sont purement individuels et indépendants de l'âge. Autre chose, les vieux sont moins flexibles, moins capables de s'adapter, plus résistants au changement, etc. Eh bien ça, hélas, en tout cas en 2009, il n'y avait pas d'études qui confirment, et j'ai ajouté infirme ou confirme, parce qu'à partir du moment où on n'a rien démontré, il n'y a pas de raison de penser directement que donc les vieux sont comme ça. Non, ça veut dire qu'on ne le sait pas, et qu'à défaut de ne pas savoir, il n'y a pas de raison d'être en défaveur des personnes âgées. Les vieux ont des capacités d'apprentissage moindres. Alors là, je me sens balèze, un de mes domaines de spécialisation, c'est la mémoire et la maladie d'Alzheimer, donc je connais parfaitement bien la littérature, et je peux vous dire, c'est nawak. D'accord ? Donc, le stéréotype que la mémoire décline avec l'âge, c'est un vrai stéréotype. C'est une grande exagération. D'abord, certaines capacités de mémoire ne diminuent pas, mais augmentent avec l'âge. La culture générale, le vocabulaire, c'est de la mémoire sémantique, ça augmente avec l'âge. Quand on teste les âgés et les âgés sont toujours meilleurs que les jeunes. Si je vous demande qu'avez-vous fait samedi à 22h32, oui, là, les personnes âgées sont un peu moins bonnes. C'est la mémoire épisodique, mais un peu moins bonne. D'accord ? Mais ça, c'est quand on teste dans les laboratoires. Les résultats montrent qu'effectivement, la performance est moindre chez les personnes âgées, mais dans les tests de laboratoire, les tests d'apprentissage de liste de mots, etc. Mais si on voit de nouveau sur le terrain et dans le contexte professionnel, ou par rapport à des contenus professionnels, ce n'est plus du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. On va même voir de nouveau une meilleure performance d'apprentissage. Et c'est des mécanismes de la mémoire qui sont bien connus. Plus je connais quelque chose dans un domaine, plus j'aurai de facilité à apprendre de nouvelles choses dans ce même domaine. Si je suis passionné par l'art et que je suis Alzheimer, je vais 1 heure au musée, je vais apprendre plus de choses qu'un kidam qui n'a pas de trouble de la mémoire, mais qui ne connaît rien à l'art et qui va venir dans ce même musée pendant 8 heures. D'accord ? Et donc, dans le contexte professionnel, plus j'emmagasine de l'expérience et des connaissances, plus je vais apprendre facilement de nouvelles choses. Donc, c'est faux de dire que, d'accord ? Enfin, en tout cas, on exagère. Parfois, données qui disent l'inverse, donc comme je disais, que c'est même parfois meilleur. Les vieux ont une durée d'emploi plus courte, moins d'années pour que l'employeur récolte les bénéfices de nawak. Donc, je le schématise ici. 50 ans, je vais rester encore 15 ans dans l'entreprise. 25 ans, je vais rester donc 40 ans, si on prend l'âge de la retraite. Sauf que
pour la personne âgée, il y a une stabilité à l'emploi, il va finir probablement sa carrière dans la même entreprise, alors qu'il y a une mobilité chez le jeune, et il est fort probable que dans les 15 ans qui viennent, il va changer d'entreprise. Donc, mettre un plan de formation sur les jeunes, eh ben, c'est pas aussi bénéfique nécessairement que. Donc, tous ces stéréotypes, si on les synthétise et qu'on synthétise la littérature, je fais des grands raccourcis, on peut qualifier et caricaturer les choses comme ceci. Certes, les jeunes courent plus vite, dans le sens où ils ont les capacités de rendement meilleures, etc. Mais c'est les vieux qui arrivent les premiers, car ils connaissent les raccourcis, dixit, l'expérience, la sagesse, et ainsi de suite. On peut se poser la question de comment changer les choses. Et il y a une étude intéressante qui a été faite par une équipe de Louvain-la-Neuve, où on dit, de manière générale, si, de nouveau je caricature, donc si vous devez intégrer dans une entreprise un nouvel employé, et c'est à peu près les mêmes compétences dans un CV, etc., sauf que dans un cas, c'est le CV d'un employé de 35 et dans d'autres cas de 50 ans. Et on va vous demander d'évaluer, tiens, comment trouvez-vous cet employé sympathique, antipathique, compétent, incompétent. Et on juge toujours l'employé âgé comme moins compétent que l'employé jeune. Alors après, on dit, mais vous êtes maintenant dans une entreprise où, quand on sélectionne les gens, c'est sur la compétence, voilà, ça c'est la première. Et dans l'autre cas, on dit, vous êtes dans une entreprise où on a vraiment une politique qui est du maintien de l'employé âgé en emploi, et pour des raisons tout à fait objectives et scientifiques. Il y a des études qui montrent que ces gens, et on montre des articles de presse et des études scientifiques, qui montrent que les gens ont une expérience plus importante et que c'est donc profitable à l'entreprise. Et on vous dit, vous avez un nouvel collègue qui arrive, etc. Et bien dans cette entreprise qui est pro-aging, on juge encore plus négativement la compétence de l'employé âgé. C'est le principe qui est le mari jaloux pathologique, son épouse lui demande par A plus B qu'il est vraiment en train de partir en vrille et que c'est nawak ce qu'il est en train de penser, sauf que le mari va dire, ouais ok, là t'as raison, mais tu te justifies, c'est que tu me caches quelque chose. Et donc ça renforce le problème plus que de le solutionner. Ce qui amène quand même à considérer que la contre-communication et changer les choses n'est probablement pas aussi simple que ça et devrait être faite de manière relativement subtile. Ok, et puis il y a la retraite. Comme je disais, on dit qu'il faut rester en emploi, sauf que la communication agisse d'entreprise pousse les gens à quitter plus tôt, ou en tout cas à se démobiliser. Mais d'un autre côté, on dit qu'il faut augmenter l'âge de la retraite dans tous les pays. Et on pense que c'est peut-être profitable, pas nécessairement du point de vue économique, mais peut-être aussi pour la santé des personnes âgées. Et ça, c'est un des domaines dans lequel je travaille depuis quelque temps avec des économistes, et donc sur le concept de réserve cognitive. Le concept dit ceci: toutes les activités que vous faites au cours de votre existence, que ce soit jardinage, potipo-thérapie, que ce soit des loisirs, du travail, la formation, l'école, etc., va stimuler votre cerveau. Vous êtes dans un milieu qu'on va dire enrichi, stimulant, qui va donc équiper votre cerveau, et que lorsque vous serez confronté au vieillissement ou à des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou à un traumatisme crânien ou à un accident vasculaire cérébral ou que sais-je encore, eh bien, ces réserves que vous avez accumulées vous permettent de finalement ne pas subir les conséquences d'une lésion au cerveau, ou beaucoup moindre que si vous aviez une réserve moindre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les facteurs qui prédisent que je suis mieux ou moins bien équipé, entre guillemets, du point de vue cérébral. Et donc, dans des études qu'on a fait, on a exploité les données d'enquêtes européennes, comme l'enquête Cher, et donc 55 000 personnes dans 14 pays de la communauté européenne, et on montre ceci. Ça, c'est bien pour la gestion d'interférences. Donc, j'ai 60 ans, peu importe ce que j'ai fait par le passé, j'ai 60 ans, je suis actif professionnellement, je gagne 1 an et demi de fonctionnement de la mémoire par rapport à une personne du même âge qui est inactive depuis 0 à 4 ans. Ouais, vraiment, je vais vous déprimer. Hein, donc, vous avez 60 ans, vous êtes encore en emploi, vous gagnez 1 an et demi par rapport à une personne du même âge qui a quitté son emploi depuis 0 à 4 ans. J'ai 60 ans, je suis encore en emploi, je gagne 2 ans par rapport à une personne qui aurait arrêté de travailler depuis 10 à 14 ans. Waouh! Je vous invite à encaisser ce résultat avec philosophie. Je reviendrai quand même sur la discussion. Mais on voit aussi l'effet positif de l'activité non professionnelle. J'ai 60 ans, j'écoute Monsieur Adam dans la salle, je gagne 3 ans de fonctionnement cognitif par rapport à une personne du même âge qui n'est pas ici dans la salle et qui ne m'écoute pas. Ça, c'est pour aussi le numéro de compte après. Donc, j'ai 60 ans, plus sérieusement, je suis des cours, des conférences, etc. Je gagne 3 ans par rapport à une personne du même âge qui n'entreprend pas ce type d'activité. Le bénévolat, 1 an et 3 quarts. La messe, pas grand-chose. D'accord ? Et oui, je sais, si je vous dis je vais vous déprimer, je sais. Blague à part, une étude montre qu'il y a moins de patients Alzheimer chez les gens qui vont à la messe que chez les gens qui ne vont pas à la messe. Alors on parle de la foi, mais non, rien à voir avec la foi. C'est purement et simplement le fait que dans cette contrée-là et dans cette région-là, la pratique religieuse, c'est sortir de chez soi, aller réciter des trucs et puis jouer au couillon ou un rami avec des amis devant un café. Donc c'est lié à l'activité, au réseau social. Boire un verre de vin ou deux vous prémunit du risque de développer la maladie d'Alzheimer.
On parle du pouvoir antioxydant du vin ou du foie, et puis de la foi, mais ça n'a rien à voir avec ça non plus peut-être. Cette étude a été faite à Bordeaux, et peut-être qu'à Bordeaux, la consommation du vin est un acte social que l'on fait avec des copains, etc. Et donc c'est peut-être aussi associé à l'activité. L'activité physique joue positivement. Par contre, quelqu'un qui a 60 ans et qui vit seul perd 1 an de fonctionnement de la mémoire par rapport à une personne du même âge qui vit en couple ou avec plus de personnes si affinité. Donc voilà. Donc ça vous dit qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de quitter votre travail et votre époux ou épouse. Non, je rigole. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les paramètres d'activité et le fonctionnement cérébral de la personne âgée. La question, c'est qu'est-ce qui est la poule et qu'est-ce qui est l'œuf? Est-ce que c'est parce que je suis actif que ma mémoire reste bonne, ou est-ce que c'est parce que ma mémoire décline que je suis de plus en plus inactif? Et donc on va montrer au travers de la retraite que c'est quand même bien, il y a bien sûr un effet du cerveau sur l'activité, mais il y a aussi un effet de l'activité sur le cerveau. Vous avez ici, on croise le taux d'emploi dans les 14 pays de la communauté européenne, ceux y compris les États-Unis qui a été ajouté, avec la baisse de fonctionnement de la mémoire dans les populations âgées dans ces mêmes pays. Globalement, ça dit, la Suède et les États-Unis, où l'âge de la retraite, les gens restent plus longtemps en emploi, le fonctionnement de la mémoire est meilleur que la France ou la Pologne ou l'Italie, où là les gens quittent plus leur emploi en étant âgés et leur mémoire chute de façon significative. C'est interpellant parce que vous avez ici une étude de Canadiens qui a peut-être été montrée ce matin, je ne sais pas, d'Américains, qui montre le croisement entre les incitants financiers au départ à la retraite et le départ effectif des gens en retraite. Vous avez 60 ans, on vous dit vous pouvez rester au boulot jusqu'au 60, mais si vous partez maintenant, vous gagnez plus d'argent que si vous restez. Waouh, il faut être vachement motivé pour rester. Et donc on voit que plus on fixe des incitants financiers élevés, plus les gens quittent leur emploi tôt. Or, c'est une enquête qui date de 10 ans avant la nôtre. On voit qu'il y a la France, la Belgique, l'Italie, la Hollande, qui sont dans notre enquête également, les États-Unis, la Suède et l'Espagne, l'Allemagne, où les gens... Donc là, il n'y a pas d'incitant, les gens restent en emploi. Là, il y a des incitants, les gens quittent leur emploi. Et on croit cette étude de 10 ans avant avec la nôtre 10 ans après. Les pays en rouge, c'est fort incitant financier, fort départ à la retraite, fort baisse du fonctionnement de la mémoire, peu d'incitants financiers, moins de départ à la retraite, moins de baisse du fonctionnement de la mémoire. Aux États-Unis, les gens ont été suivis pendant 10 ans, et on voit le déclin léger de la mémoire avec l'augmentation en âge. Mais c'est bizarre, c'est un déclin où subitement à 62 ans, bardaf, il y a une cassure dans la courbe. Nous ne sommes naturellement pas biologiquement programmés pour qu'une majorité d'entre nous ait une veine qui pète dans le cerveau à 62 ans et fasse que notre mémoire décline. Rien à voir avec ça. Les 62 ans aux États-Unis, c'est l'âge full pension, j'avais ma retraite maximale, et donc une majorité de la population dans ce pays quitte leur emploi. On a fait un croisement entre le taux de départ à la retraite d'année en année aux États-Unis et le taux de baisse de fonctionnement de la mémoire d'année en année aux États-Unis. C'est un peu les choses qui ont été faites entre le PIB d'un pays et la naissance. Plus le PIB augmente, plus on voit la courbe de natalité augmenter, plus le PIB, les courbes sont superposables, mais donc vous imaginez, on regarde la rubrique maintenant économique en disant « oui, chou là, c'est le moment, le PIB augmente ». Je veux dire, donc ici, c'est la même chose que l'on fait, mais entre retraite et fonctionnement de la mémoire. Et on voit à 62 ans, effectivement, apparaître un pic de départ à la retraite aux États-Unis, et c'est à 63 ans, donc c'est-à-dire 1 an après, que l'on voit apparaître en parallèle un pic de baisse du fonctionnement de la mémoire. Donc c'est pas « je perds la mémoire, donc je prends ma retraite », mais j'ai plutôt « je prends ma retraite, et 1 an après, je perds la mémoire ». Je dis ça, c'est exagéré, c'est ma mémoire chute un peu, il ne faut pas en faire tout un fromage, d'accord? Mais vous voyez ici l'évolution de la mémoire d'une personne qui prend sa retraite à 66 ans et d'une personne qui prend sa retraite à 62 ans, et on voit un peu l'écart entre l'évolution. On a même montré dans les études avec une doctorante de mon labo, dont je suis le patron, qui montre un lien entre l'âge de départ à la retraite et l'âge d'apparition des symptômes d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer et l'âge d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Plus je prends ma retraite tard, plus je serai enclin à développer les symptômes ou la maladie plus tard. Quelles sont les implications de ces données? Non, Sarkozy a tort d'augmenter l'âge de la retraite pour tout le monde. On est d'accord, là, je veux dire haut et fort, parce que les journalistes s'approprient ce résultat, donc il faut être très très prudent sur une récupération politique un peu bancale et rapide de ce type de données. On ne fait pas ici, donc faut-il augmenter l'âge de la retraite pour tous? Non, d'accord? Là je pense que c'est clair. Mais je vais essayer d'expliquer en 2 mots pourquoi. Je ne sais pas, au niveau du temps, ça va. Enfin bon. Donc, on démontre ici l'effet positif de l'activité, pas du travail. Ça, c'est déjà un premier truc important. Mais quand on dit de l'activité aussi, c'est juste d'être actif. Il ne faut pas commencer à... Maintenant, on est dans la culture de l'hyperactivité chez la personne âgée, et le type qui est devant sa piscine, en train de siroter son cocktail sur son transat, on dit tenue en cuir moulante, cravache, non, allez hop, sudoku, mot croisé, et dans la piscine, d'accord? Donc on est dans l'activisme en plein, et la pression à l'activité.
Donc, ça c'est une petite remarque. Maintenant, si on commence à distinguer profession à col blanc, profession à col bleu. Profession à col bleu, c'est les professions physiques, pénibilité physique importante. Profession à col blanc, c'est profession de bureau, etc. L'effet positif de quitter plus tard son emploi n'est présent que pour les professions à col blanc et pas les professions à col bleu. Donc si je me permets une caricature, comme le font certains journalistes ou politiques, faire augmenter l'âge de la retraite pour tous ne profite qu'aux riches et pas aux pauvres. D'accord ? Donc il faut tenir compte d'autres facteurs, et c'est ce qu'on étudie maintenant, de réseau social associé au travail, de anxiété au travail, de pénibilité professionnelle, etc. Il faut quand même se dire que quand on prend nos études, l'effet de la retraite est plus marqué chez les jeunes que chez les femmes. Pourquoi ? Parce que pour un homme, dans les cohortes actuelles, j'entends, d'accord, le travail, c'est le centre du monde. Et quand j'arrête de travailler, la transition entre avant et après est, waouh, majeure. Pour une femme, dans les cohortes actuelles, il y a d'autres tâches qu'elles vont mener, comme s'occuper des petits-enfants, des enfants, etc., qu'elles vont continuer au-delà de la retraite. Et donc, la cassure entre avant et après est beaucoup moins marquée. Ce qui expliquerait probablement l'effet plus marqué de départ à la retraite pour les hommes que pour les femmes. Si on prend les professions horaires décalées, une étude en France, à Toulouse, a été faite récemment, dans ces professions-là, où on travaille la nuit, etc., de manière régulière, eh bien, rester plus longtemps au travail est délétère pour votre fonctionnement cérébral. Donc il vaut mieux quitter plus tôt son travail. Donc c'est quelques petits éléments qui montrent déjà que augmenter l'âge de la retraite pour tous, non. Il faut sans doute plus de facteurs. Il y a profession et profession, et il y a retraite et retraite. Il n'y a pas un départ à la retraite qui est le même que l'autre. En tout cas, ce que ça dit, c'est que clairement, il ne faut pas utiliser ces données pour justifier une augmentation de l'âge de départ à la retraite pour tous, pour le bien-être et la santé des personnes âgées, ce serait n'importe quoi. Par contre, l'aberration, c'est une personne de 65 ans qui dit « j'adore mon travail, je veux rester », et on lui dit « non, voilà une paire de pantoufles et un bouquin pour le jardinage », ça c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'on va avoir des impacts négatifs pour la santé de cette personne, ce qui va coûter à la société, et puis il va falloir payer sa retraite, ce qui va coûter à la société. Alors que si elle reste en emploi, c'est super. Au Canada, je peux décider à 65 ans de rester ou pas, c'est mon choix, et je le fais sur base de j'aime ou j'aime pas mon travail, et pas sur base de je gagne ou je perds de l'argent. Si on interroge les gens, parce qu'on dit oui mais ça c'est deux pelés, trois tondus qui auraient envie que, ben, regardez, c'est une des rares enquêtes, il y en a une qui va arriver en Belgique sous peu, mais je ne vais pas en dire plus, vous l'aurez sans doute bientôt, mais c'est est-ce que vous seriez, donc c'est des personnes retraitées depuis peu, on dit, seriez-vous resté en emploi si on vous avait permis de faire moins de journées de travail, etc., ou de prendre davantage de congés sans que cela ne réduise la pension, etc. Quand même, si on prend ces conditions-là, 30% à 25% des personnes resteraient en emploi au-delà de l'âge de la retraite. Maintenant, je le répète, je ne suis pas dans l'apologie du travail, il y a la question de « et après ». Et quand on regarde la littérature, après on dit « donc il faut promouvoir l'activité chez les personnes âgées sous toutes ses formes ». Mais là, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi de nouveau, parce que la question c'est « oui, mais alors, on vous fait des mots croisés, des sous-de-coups à l'appel, vous avez le club, j'ai vu des plaines de jeux pour seniors, là je suis pour l'euthanasie des gens constituent l'initiative ». Enfin, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment, ça a des conséquences pour les personnes âgées qu'on n'imagine pas, quoi. C'est vraiment important. Et donc là, on voit que souvent on élude complètement la question qui est « oui, mais c'est quoi une activité constructive pour une personne âgée ?» Et on est en train de rédiger un article de synthèse de la littérature où on montre que ce qui est bien pour une personne âgée, c'est une activité qu'elle aime, qu'elle choisit, qui est dans la continuité de choses qu'elle faisait par le passé, et pour lequel cette activité génère un sentiment d'utilité. Et le sentiment d'utilité est le meilleur prédicteur dans le vieillissement de bien-être et de qualité de vie. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude que je montrais avant, quand on prend les activités non professionnelles, le poids des activités, donc je dis la messe, vous oubliez, mais venir m'écouter, vous venez, d'accord? Non, je rigole, mais si on fait l'analyse de contenu, certainement que les activités qui génèrent le plus de positifs sont les activités que je choisis. Le bénévolat, je ne me l'impose pas, je le fais parce que j'ai envie de rendre service et je me sens utile. Et donc si on doit promouvoir quelque chose du point de vue politique, c'est certainement l'encouragement après la retraite du bénévolat, faciliter les démarches administratives, même inciter financièrement le bénévolat, parce qu'actuellement ça coûte à la personne âgée, elle doit faire moult démarches administratives pour montrer qu'elle ne fait pas du black, alors que ça devrait être plutôt l'inverse, que l'on fait 1% du produit intérieur brut et associé à l'activité de nos aînés, que nous n'encourageons pas. 1% du PIB, c'est pas anodin, c'est un chiffre significatif. Donc voilà, si on fait des agences d'intérim pour personnes âgées et elles auront une meilleure estime d'elles-mêmes, sentiment d'utilité, moins de dépression,
On va donc alimenter de l'intergénérationnel et ça va diminuer naturellement la vision négative que l'on a du vieillissement dans nos sociétés actuellement, puisque ce ne seront pas des gens qu'il faut aider, mais c'est des gens qui nous aident et on renverse complètement la situation. Voilà donc la conclusion. Vous avez vu ce côté schizophrénique. Il y a beaucoup de choses à changer certainement, mais on est dans une impulsion que je sens positive et donc j'ai envie de rester optimiste. Voilà, merci de votre patience et désolé, j'ai un peu été long.